Bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints une fois de plus par Larry Johnson, un ancien analyste de la CIA, pour nous aider à comprendre ce qui se passe avec le dollar américain et en effet avec l'ensemble du système économique international qui a été très centré sur les États-Unis, du moins depuis 1945. Merci donc d'être venu parmi nous. Merci de m'avoir invité. Eh bien, nous vivons une époque intéressante. Cette vieille malédiction chinoise se réalise. Puissiez-vous vivre à une époque intéressante. Eh bien, c'est intéressant aussi parce que beaucoup de choses dont on a mis les gens en garde depuis des décennies se produisent maintenant à un rythme très rapide. Il faut se rappeler qu'en 1965, le ministre français des Finances avait utilisé l'expression « privilège exorbitant » pour décrire les avantages dont bénéficiaient les États-Unis du fait que le dollar américain était la monnaie de réserve mondiale. Cependant, seulement 6 ans plus tard, en partie à cause de l'État-providence et de l'État guerrier américain, c'est-à-dire des dépenses excessives, Nixon a dû fermer la fenêtre de l'or en 1971, rompant ainsi le lien fixe entre le dollar américain et la valeur de l'or. Il faut se souvenir qu'à l'époque, l'or valait 35 $ l'once. C'était la valeur fixée. En janvier de l'année dernière, il valait environ 2650 $. Et un an plus tard, il est à 5160 $. On voit donc cette hausse folle. Ce n'est pas tant que l'or monte, mais plutôt que la monnaie papier perd de sa valeur. Alors, que se passe-t-il exactement et quelle importance y voyez-vous? Je suis ami avec le propriétaire de BitChute, un homme nommé Jeffrey Wernick. Il a écrit un excellent article que j'ai publié sur sonar21.com il y a 3 jours. Il y décrivait le rôle et la signification du dollar américain en tant que monnaie de réserve. Comme vous l'avez souligné, avant 1972, le dollar était directement lié à l'or, donc on savait qu'il était garanti par l'or. Après 1972, il a été garanti par notre promesse. Faites-nous confiance, votre argent sera là. À ce moment-là, il est devenu le principal moyen d'acheter du pétrole, ce qu'on appelle le pétrodollar. Être la monnaie de réserve de cette manière signifiait que l'une des raisons pour lesquelles les gens l'appréciaient était que les États-Unis étaient prévisibles. Nous avions un système juridique stable, enfin, nous le pensions, un système judiciaire qui en général jouait plutôt franc jeu. Il y avait, vous savez, les habituelles querelles politiques d'un côté et de l'autre, mais il n'y avait pas de grande instabilité ni de trouble. Les gens avaient confiance. Et les États-Unis n'utilisaient pas le dollar comme une massue politique pour frapper les pays étrangers à coups de tête et d'épaule. C'était un outil économique. Cela a changé aujourd'hui sous Donald Trump de manière spectaculaire. Je veux dire, Trump n'est pas le premier, mais l'application de sanctions sur un large éventail, peu importe que vous soyez un ami des États-Unis ou un prétendu adversaire, tout le monde se retrouve sanctionné. Et avec les pays des BRICS, tout a commencé avec la Russie après l'opération militaire spéciale de 2022. Lorsqu'ils ont déconnecté la Russie de SWIFT, ils lui ont en réalité rendu service. SWIFT, pour ceux qui écoutent ou regardent, est essentiellement un système de messagerie entre banques pour transférer de l'argent. Par exemple, je dirais « Hey Glenn, je t'envoie 1000 $ depuis ce compte. Crédite-les sur cet autre compte. » Eh bien, tout comme les courriels que les gens utilisent chez eux, il existe quelque chose qu'on appelle le spam. Certains messages se perdent. Ce n'est donc pas un système numérique, c'est en réalité un système analogique qui met parfois 1, 2, voire 3 jours à finaliser le transfert d'argent. Eh bien, les Chinois ont maintenant mis au point quelque chose appelé le système de paiement interbancaire transfrontalier, ou SIPS. C'est numérique.
je t'envoie, c'est comme si je t'envoyais un message texte et boum, c'est fait. Alors, la Russie a commencé à prendre ses distances, ou a été forcée de le faire vis-à-vis de l'Occident. Et puis avec la Chine confrontée à toutes ces menaces de la part de Trump et de Biden, ils ont soudainement accéléré le développement de l'infrastructure financière des BRICS. Ce que nous voyons maintenant est l'une des raisons de cette hausse spectaculaire du prix de l'argent et de l'or, de l'argent en particulier. La première semaine d'octobre, l'argent valait environ 45 $ l'once, et aujourd'hui il tourne autour de 113 ou 114 $ l'once. Une hausse incroyable. Ce qui se passe, c'est que tous ces pays, en particulier la Chine et l'Inde, achetaient autrefois des bons du Trésor américain. Lorsque vous achetez un bon du Trésor américain, vous prêtez en réalité de l'argent aux États-Unis. Les États-Unis vous remettent une reconnaissance de dette. D'accord, nous vous verserons X% par mois, et il y aura un montant de X dû à la fin de la période, que ce soit 6 mois, 2 ans, 9 ans, peu importe. Eh bien, ces pays, qui détenaient autrefois d'énormes quantités de bons du Trésor américain, s'en débarrassent. Et maintenant, ils achètent de l'or et de l'argent, car ils veulent détenir quelque chose ayant une valeur réelle. Je ne veux pas entrer dans tous les détails techniques du marché papier. Vous pouvez acheter une promesse sur papier selon laquelle le prix de l'argent va monter ou descendre et ainsi avoir un intérêt financier dans cette évolution. Mais si les détenteurs de ce papier ne possèdent pas réellement l'argent physique correspondant à cette promesse, vous n'obtenez qu'une reconnaissance de dette. Vous n'aurez pas d'argent réel. C'est pourquoi les gens se tournent vers l'argent physique. Ce que nous voyons en ce moment, c'est qu'à New York, où l'on essaye de maintenir la quantité de papier liée à la quantité physique, il se vend à 113 $. Mais à Shanghai, il se vend à 127. Soudain, les gens aux États-Unis peuvent acheter l'argent ici pour 113 $. Le transport coûte environ 50 cents l'once, puis l'expédier à Shanghai. Alors maintenant, vous l'avez acheté pour 113 $. Ajoutez 50 cents à cela, 113,50, puis vous le vendez à Shanghai pour 127 $. Vous avez gagné environ 13,50 ou 14. Cela montre à quel point le marché est aujourd'hui dysfonctionnel. L'un des principaux facteurs de cette situation, ce sont les pays des BRICS, la Russie, la Chine, l'Inde en particulier, mais aussi le Brésil. Ils se débarrassent des bons du Trésor américain et achètent de l'or et de l'argent. Ils prévoiraient de lancer une monnaie des BRICS adossée à l'or détenu par chaque pays et à un pourcentage de leur propre devise. C'est encore en cours de développement, mais ce que nous observons, c'est la désintégration, l'effondrement de ce système financier international. Le système de Bretton Woods que les États-Unis ont mis en place après la Seconde Guerre mondiale et qui a été la force dominante de l'économie mondiale pendant plus de 80 ans. La question de l'or papier est assez cruciale, car encore une fois, tout cela ne fonctionne que lorsqu'il y a de la confiance. Si je te vends de l'or papier, pas de problème, tant que tu crois que tu peux me rendre ce papier et que je te donnerai de l'or réel en échange. Mais il existe différentes estimations de la quantité d'or papier en circulation. Cela varie généralement d'un rapport de 20 pour 1 à 100 pour 1. Autrement dit, pour chaque once d'or réel, les gens échangent entre 20 et 100 onces sur le papier. C'est de l'or factice ou de l'or papier. C'est, je veux dire, assez extraordinaire. Si les gens voulaient réellement voir l'or, parce qu'ils ne croiraient plus qu'ils pourraient l'obtenir s'ils le demandaient, cela reviendrait à échanger le papier contre le métal, autrement dit, à une ruée sur l'or. Et cela ferait s'effondrer tout le système. Mais c'est aussi quelque chose qui maintient les prix bas, car lorsqu'il y a autant d'or papier fictif en circulation, cela contribue à faire pression sur le prix.
Eh bien, c'est ce qu'on appelle la dévaluation de la monnaie fiduciaire. Si l'on remonte, disons, au marché boursier américain en septembre 1972, j'entamais alors ma dernière année de lycée, le prix de l'or était de 35 $. On pouvait alors examiner la taille du marché boursier et en déduire un chiffre illustrant la relation. J'ai entendu dire qu'à l'époque, avec la valeur de l'indice Standard & Poor's ou de l'indice Dow, on pouvait acheter environ 4 ou 5 onces d'or. Tu pouvais acheter, disons, 45 onces d'or. Aujourd'hui, même si le marché boursier a grimpé en flèche, à l'époque il était autour de 3 000 et maintenant il est à 49 000, combien d'onces d'or peux-tu acheter avec ça? Maintenant c'est environ 8. Donc oui, à peu près 8. Tout à coup, ce qui s'est passé, c'est que la monnaie papier a perdu énormément de sa valeur. L'or et l'argent continuent de conserver la leur, c'est pourquoi les pays en achètent de plus en plus. Cela crée aussi une pénurie, ce qui est l'un des facteurs qui font monter les prix. Mais il ne faut pas considérer cela uniquement comme un phénomène économique. C'est un phénomène politico-économique. Et c'est historique. Nous assistons en ce moment à quelque chose qui, tu sais, ressemble à ce qu'on entendait quand toi et moi étions enfants. On parlait de la Grande Dépression et de ces courtiers de New York qui se jetaient par les fenêtres pour se suicider. Nous vivons aujourd'hui un phénomène du même ordre, sur lequel les gens se pencheront plus tard. Je ne sais pas comment ils l'appelleront, peut-être le grand réajustement monétaire. Mais le règne du dollar, c'est fini. C'est comme ce poulet, tu lui coupes la tête, il peut encore marcher un moment, mais au bout du compte, il s'effondre, mort. La monnaie américaine est dans une situation extrêmement critique. Ce que vous avez dit à propos de la prévisibilité et de la confiance est important, car il y a un avantage à avoir une monnaie mondiale unique, tout le monde utilisant la même devise, en termes de coût de transaction. Je veux dire, il y a beaucoup d'avantages si c'est fait de manière responsable, et bien sûr si l'inflation est maintenue à un niveau acceptable. Mais cela donne aux États-Unis une immense capacité à creuser d'énormes déficits, car l'inflation est une forme de taxation. Autrement dit, on peut imprimer de la nouvelle monnaie et ainsi dévaluer la monnaie existante dans le système international. En d'autres termes, le gouvernement américain peut créer de la monnaie pour lui-même, et la valeur des avoirs en dollars détenus par le reste du monde diminue. C'est donc une forme de taxation, et il ne faut pas voir apparaître une taxation irresponsable en période de déclin impérial. Et ce qui aggrave encore les choses, bien sûr, c'est lorsque le dollar, comme vous l'avez dit plus tôt, est également utilisé comme arme en restreignant l'accès à celui-ci. Or, pour un pays comme les États-Unis, qui ont essentiellement maintenu un empire mondial grâce au dollar américain, c'est une catastrophe. Je veux dire, même les principaux adversaires de l'Amérique, que ce soit la Chine ou la Russie, ne souhaitent pas voir les États-Unis tomber à genoux. Ils aimeraient, je pense, voir un repli progressif et que le pays reste un pôle de stabilité dans le système international. Mais cela pourrait tourner au véritable cauchemar si ce n'est pas géré correctement. Alors, que peut-on faire à ce stade? Parce que je ne vois pas de fortes incitations pour des pays comme la Russie ou la Chine à conserver le dollar. Ils s'en débarrassent. Ils s'en débarrassent. En fait, l'un des plus grands détenteurs restants du dollar a été le Japon. Et le Japon traverse actuellement une énorme crise financière. Nous pensions que le ratio dette-PIB des États-Unis, environ 127%, était énorme. Mais celui du Japon est encore plus élevé, quelque chose comme 260% ou 300%. Ils commencent maintenant à se défaire de leurs avoirs en bons du Trésor américain, ce qui signifie, d'une certaine manière, que le marché est inondé de dollars. Et lorsque l'offre d'un bien augmente, son prix baisse.
Ainsi, le dollar se déprécie. Cela veut dire que, par exemple, un jour, je pouvais acheter une bouteille de vodka en Pologne pour $10. Mais maintenant, vous savez, les $10 face au zloty. Mais maintenant, tu sais, 4 jours plus tard, avec la baisse de la valeur du dollar, je dois payer $14 pour cette même bouteille de vodka. Lorsqu'une monnaie chute, d'un côté, il peut y avoir un effet économique positif. Cela signifie que tout ce que tu produis dans ton pays devient moins cher à acheter pour les gens à l'étranger. Cela peut donc en réalité aider l'économie. Cependant, si tu achètes beaucoup de choses à l'étranger, tu vas les payer beaucoup plus cher. Comme pour la bouteille de vodka, au lieu de $10, tu payes $14. C'est ce qu'on appelle l'inflation. Mais en fin de compte, ce que ça signifie, c'est qu'à ce stade, les États-Unis ressemblent à ce gamin qui part à l'université. Il a des parents et des proches qui lui ont tous donné des cartes de crédit et il peut acheter tout ce qu'il veut. Il accumule les dettes et n'a jamais à payer car ce sont les proches, les propriétaires de ces cartes qui doivent régler la note. Mais vient le moment où ils disent « Attendez une seconde, ce gamin est un bon à rien. Il échoue à l'école où il nous menace, nous ne paierons plus. » Et une fois que ces paiements cessent, l'indépendance des États-Unis, dans ce cas, cesse également. Je ne saurais trop insister sur le fait que ce que nous vivons est historique. Les historiens comme vous, ou peut-être, vous savez, dans 30 ans, quand vous serez un vieux bonhomme comme moi, vous regarderez en arrière et vous direz « Eh, j'y étais ». Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. C'était un moment charnière, le réalignement, l'effondrement, en réalité, si l'on veut, du système onusien en partie. Mais Bretton Woods, le FMI, la Banque mondiale, le dollar n'est plus ce qu'il était. Et cela touche au cœur de ce que vous avez souligné plus tôt, Glenn, le manque de confiance et de prévisibilité. Trump agit de manière très erratique, avec le soutien de certains de ses principaux conseillers. Pendant que nous parlons, il semble que les États-Unis menacent de lancer une attaque contre l'Iran. Réfléchissez simplement aux conséquences économiques si cela se produit, car l'Iran a cette fois juré « Nous allons fermer le détroit d'Ormuz ». Environ 45% du pétrole produit chaque jour par les pays de l'OPEP et hors OPEP, soit environ 45% de la production mondiale, provient du Golfe Persique. Donc si cela est perturbé, dites-moi ce qu'une réduction de près de 50% du volume quotidien de pétrole ferait à l'économie mondiale. Je veux dire, ce sera une bonne nouvelle pour la Russie, car le prix du pétrole va probablement grimper à environ 150 ou $200 le baril. Et la Russie va, tu sais, nager dans l'or noir puisqu'elle n'est pas empêchée d'exporter. Mais les pays qui dépendent des exportations du Golfe Persique, leurs économies, tu vois, ce sont elles qui vont avoir des problèmes. Ont-ils des réserves stratégiques? Combien de temps ces réserves durent-elles? Et voilà que les États-Unis menacent de faire cela. J'ai suggéré que Trump adopte peut-être simplement sa posture habituelle de menace, mais à cause de cette agitation sur les marchés de l'argent et de l'or, il ne voudra peut-être pas ajouter à l'imprévisibilité, au facteur chaos. Mais s'il le fait, les choses vont vraiment devenir très laides. Mais Trump a une manière étrange de lutter contre cela. Comme on peut le voir, les pays réduisent leurs avoirs en bons du trésor et essaient de se diversifier pour s'éloigner du dollar. Il les a essentiellement menacés en disant « Si vous essayez de vous dédollariser, j'imposerai des tarifs douaniers. » Ce qui est très étrange, car c'est comme dire « Si vous essayez de réduire votre dépendance à notre économie, je vais utiliser cette dépendance comme une arme. » Je veux dire, cela peut fonctionner à court ou moyen terme.
Les pays pourraient simplement essayer de se débarrasser de Trump en disant « D'accord, nous n'allons pas le faire ». Mais progressivement, cela ne fera que les convaincre encore davantage qu'ils doivent se découpler. C'est donc très destructeur. Parce que si l'on veut, il y a beaucoup de pays, la Chine par exemple, qui voient de nombreux avantages à utiliser le dollar si seulement cela ne leur rendait pas les choses si difficiles. Poutine a d'ailleurs fait le même commentaire. Il a dit que la Russie n'avait jamais décidé d'abandonner le dollar. C'est l'Amérique qui a pris cette décision en restreignant l'usage. Il semble donc que rétablir la confiance serait la voie à suivre. Mais cette approche consistant à menacer les pays pour qu'ils n'utilisent pas d'autres devises, cela me rappelle un mème que j'ai vu après la prise de pouvoir des talibans. On voyait un homme avec une mitrailleuse, les pieds posés sur le bureau, et c'était, vous savez, le nouveau ministre des Finances d'Afghanistan, luttant contre l'inflation. Quelque chose comme ça. Mais c'est plus ou moins la même chose, non? On ne peut pas menacer des pays pour empêcher d'utiliser votre monnaie. Eh bien, nous l'avons vu. Je veux dire, l'année dernière, vers septembre ou octobre, alors que d'autres pays se débarrassaient de leurs bons du Trésor, certaines des plus importantes acquisitions de bons du Trésor américains provenaient d'Europe. Et qu'a fait Trump en réponse au fait que l'Europe aidait essentiellement les États-Unis en achetant ces bons? Il les insulte, il dit qu'on va prendre le contrôle du Groenland, dit au Danemark d'aller se faire voir, et insulte, vous savez, Macron, Merkel et Starmer. C'est, je dirais, déconcertant. Pourquoi chercher délibérément à fâcher et à provoquer les mêmes personnes dont vous voulez obtenir de l'aide? Ce n'est pas, d'après mon expérience, quelque chose de normal. J'ai envie d'être aimable envers ceux qui m'aident. J'ai envie d'être reconnaissant envers ceux qui m'aident. Je n'ai pas envie de les insulter ni de les menacer. Parce que la nature humaine est ainsi, peu importe qu'on parle de gouvernement ou de personnes, quand on agit de la sorte, les gens cherchent à la fois la vengeance et la séparation. Du genre, il faut que je m'éloigne de cette personne, elle est folle. Il n'y a rien que Donald Trump fasse en ce moment qui puisse rassurer les dirigeants mondiaux sur le fait qu'il est pleinement maître de ses facultés. Et franchement, je ne comprends pas pourquoi la Russie négocie encore avec les États-Unis. Parce que peu importe ce que dit Trump, il faut se poser la question. Si Trump conclut un accord avec Poutine, cet accord sera-t-il soutenu et accepté par le reste du gouvernement, par les membres du Congrès? Et je dirais que non, absolument pas. La seule façon de le garantir serait, au lieu d'avoir un accord politiquement contraignant ou un accord entre deux personnes ou amis, d'avoir quelque chose de juridiquement contraignant. Cela signifie un traité. Et si je ne vois aucun soutien au Congrès américain, en particulier au Sénat, ce traité devrait être ratifié pour appuyer un accord qui laisserait à la Russie les 5 anciens oblasts d'Ukraine, la Crimée, Zaporijia, Kherson, Donetsk et Luhansk. J'entends sans cesse en Occident cette absurdité selon laquelle, oh oui, Trump, il négocierait avec Trump pour éventuellement céder ou abandonner une partie du territoire. Petite mise au point, les gens, il ne va rien céder. Aucun de ces 5 territoires, Crimée, Zaporijia, Kherson, Donetsk, Luhansk, ne sera abandonné. Ils font désormais partie intégrante constitutionnellement de la Russie. Et Vladimir Poutine n'a même pas l'autorité légale pour négocier la restitution de ces territoires. Je viens tout juste de parler avec Alexandre Babakov, c'est le numéro 2 de la Douma. Et il a essentiellement dit « Non, nous n'allons rien céder ». Maintenant, pourrait-il faire quelques concessions dans des endroits comme Dnipropetrovsk, Kharkiv, Sumy, Poltava? Peut-être, mais c'est ce que l'Occident ne comprend pas. La position de la Russie se durcit, et ils observent Trump en ce moment.
Vous savez, l'un des objectifs de la Russie dans cette opération militaire spéciale était de démilitariser l'Ukraine. Et une partie de cette démilitarisation et la profonde a été l'OTAN. Maintenant, ils se tiennent en retrait et regardent. On dirait que Trump à lui seul est en train de détruire l'OTAN. Il l'a fait exploser de l'intérieur. Alors j'ai dit que Vladimir Poutine est probablement simplement sorti acheter une grande boîte de pop-corn avec du beurre dessus et qu'il est assis là à manger du pop-corn, regardant tout cela, en s'amusant. Divertissement à bas prix. Eh bien, c'est là tout le dilemme intéressant que présente cette approche de la Russie. Parce que d'un côté, je pense que l'augmentation progressive des exigences de la Russie en matière de territoire est le principal facteur qui pousse l'OTAN à envisager un compromis. Imaginez qu'il n'y ait que des lignes de front figées. Rien ne bouge, seulement des Ukrainiens et des Russes qui s'entretuent. Il n'y aurait alors aucune incitation pour l'OTAN à faire la moindre concession. Elle se contenterait d'utiliser les Ukrainiens pour épuiser la Russie. Encore une fois, c'est aussi l'objectif principal. Cependant, une fois que le territoire commence à basculer rapidement en faveur de la Russie, un territoire stratégique que l'OTAN ne veut pas voir tomber entre les mains russes, comme Odessa par exemple, il devient alors souhaitable de parvenir à un compromis et de mettre fin à la guerre le plus vite possible. Le problème toutefois, c'est que plus le territoire change de main, plus il devient difficile d'instaurer réellement la paix. Ainsi, une tension croissante s'installe, ne cessant de s'amplifier, et il est difficile de voir comment ils vont résoudre cette situation. Comment comprendre cependant la crainte face à la tendance croissante des États-Unis à utiliser toute cette technologie extraterritoriale? En gros, à se servir du dollar pour exporter leurs propres sanctions vers d'autres pays. Par exemple, lors du sommet du G7 en 2019, le secrétaire au Trésor américain, Steven Mnuchin, a déclaré aux Européens que s'ils voulaient participer au système du dollar, ils devaient se conformer aux sanctions américaines. En d'autres termes, les États-Unis imposent des sanctions unilatérales et le monde entier doit les suivre. Sinon, on est coupé du dollar américain, de SWIFT et des banques américaines. C'est un système intéressant, car les États-Unis ont même infligé des amendes à leurs propres partenaires par le passé pour ne pas avoir respecté les sanctions américaines. Donc oui, c'est assez étrange, mais il semble qu'on ne puisse pas pousser cela trop loin. Eh bien, les États-Unis se trouvaient dans une position unique dans les années 1990, après l'effondrement de l'Union soviétique. Nous avions un monopole de facto. En d'autres termes, les gens n'avaient pas d'alternative en dehors du système financier que nous contrôlions. Nous avons donc pris l'habitude de dire aux autres « Fais ceci, fais cela, saute aussi haut, tu dois nous obéir ». Mais ce qui s'est passé depuis, comme c'est souvent le cas dans le monde économique, c'est que cela a créé des incitations pour que les gens cherchent des alternatives. Et à mesure qu'ils l'ont fait, les États-Unis ont tenté d'agir avec plus de force pour conserver leur influence. Mais ces mêmes actions finissent par éloigner encore plus de monde. Nous avons vu cela ces derniers jours, lorsque Trump a menacé la Corée du Sud, l'un de nos alliés supposément les plus proches, de sanctions de 25%. Nous avons également vu que l'Union européenne a signé un nouvel accord commercial majeur avec l'Inde. Par le passé, nous pensions pouvoir menacer l'Inde de sanctions, comme si nous étions leur seul marché. Et l'Inde a essentiellement répondu « peu importe, nous irons en Europe, nous irons en Amérique du Sud. » Vous savez, il y a d'autres pays, et il y a l'Afrique. Donc tout à coup, les États-Unis ne sont plus les seuls à posséder, vous savez, tout l'équipement sportif.
Vous savez, on utilise souvent la métaphore de l'enfant. Quand un groupe d'enfants joue au baseball ou au football et que celui qui possède le ballon décide de le ramener chez lui pour que plus personne ne puisse jouer, eh bien, ce qu'on constate maintenant, c'est que tous les autres enfants ont leur propre ballon. Donc oui, on peut reprendre le nôtre et rentrer à la maison, et ils seront probablement contents de se débarrasser de nous, parce que nous ne serons plus sur le terrain. Et franchement, nous étions une vraie plaie. Ces pays prennent désormais très au sérieux le fait de résister aux tactiques d'intimidation et de menace des États-Unis. Nous verrons si Trump revient sur sa menace d'attaquer l'Iran. Parce qu'encore une fois, nous ne savons même pas vraiment pourquoi il attaque. Apparemment, cela a quelque chose à voir avec la volonté d'obtenir une sorte d'accord sur le nucléaire. Enfin, ce n'est pas précisé. Et l'Iran a été très clair. Il bénéficie désormais du soutien à la fois de la Russie et de la Chine. Il dispose d'un appui en matière de renseignement, d'un soutien militaire qui inclut des systèmes de défense aérienne performants. Ils sont d'ailleurs censés mener leur exercice naval annuel dans environ 1 mois, comme ils le font depuis 7 ans. Donc je veux dire, la situation est très délicate. Et l'Iran a clairement indiqué qu'il allait riposter. S'ils sont frappés, ils riposteront. Cela mettra le feu à l'Asie de l'Ouest. West Asia on fire. Eh bien, cela a toujours été un problème plus large avec le système unipolaire. Une fois que de nouveaux centres de pouvoir commencent également à émerger dans le domaine économique, l'hégémon se retrouve face à un dilemme. Que faire? Si vous ne prévenez pas la montée de ces centres de pouvoir rivaux, alors l'hégémonie prend fin. D'un autre côté, si vous essayez d'exercer un contrôle hégémonique sur le système économique international, en limitant l'accès aux technologies, aux produits, aux industries, aux corridors de transport, aux banques, aux systèmes de paiement, aux devises et ainsi de suite, cela ne fait qu'inciter le reste du système international à se découpler plus rapidement. The rest of the international system to decouple faster. And indeed, it would be worse instead of just. Et en effet, ce serait pire. Au lieu de simplement créer un système multipolaire où les États-Unis ne seraient qu'un acteur parmi d'autres, ce serait un système multipolaire dans une certaine mesure construit contre les États-Unis. Et c'est une tragédie pour les États-Unis. Passer d'un système hégémonique à un système multipolaire organisé autour du principe de la gestion de l'irrationalité de Washington. Je veux dire, il est vraiment difficile de comprendre pourquoi ce serait la meilleure approche pour les États-Unis. Mais que voyez-vous se produire maintenant, à l'avenir? Pensez-vous que toutes ces guerres, s'en prendre au Venezuela, s'en prendre à l'Iran, s'en prendre à la Russie, dans quelle mesure cela est-il lié, selon vous, à l'insécurité financière actuelle des États-Unis? Je pense que c'est un facteur énorme. Prenons le cas du Venezuela. Toutes les raisons avancées pour justifier l'attaque contre Maduro étaient des mensonges. On disait que le Venezuela était un grand centre de trafic de drogue. Mais regardez, je suis retourné consulter le rapport annuel sur les stupéfiants du département d'État. Il s'appelle le rapport INCSR, INCSR. Depuis 10 ans, 99% de tout le fentanyl intercepté ou confisqué provient du Mexique. 1% vient du Canada. Aucun ne provenait du Venezuela. Donc c'était un mensonge. Ou encore que les États-Unis devaient prendre le contrôle du pétrole vénézuélien. Eh bien, le pétrole vénézuélien, c'est pas comme si vous aviez du café dans une tasse avec une paille, que vous aspiriez le café, puis que vous remplaciez ce café par moitié café, moitié beurre de cacahuète, et que vous essayez ensuite de l'aspirer. Vous avez encore beaucoup de travail à faire. Donc, le pétrole vénézuélien extrait du sol, environ 700 000 barils par jour, représente moins de 2% de l'approvisionnement mondial en pétrole, ce qui n'est pas significatif. Autrement dit, s'il disparaissait, le prix du pétrole resterait à peu près le même. Cependant,
il y a un homme nommé Paul Singer, un milliardaire et propriétaire de Citgo. Il possède 3 raffineries sur le golfe du Mexique, désormais surnommées en plaisantant le golfe de l'Amérique, ou Trump World, qui sont spécialement conçues pour traiter le pétrole vénézuélien. Et en le raffinant, cela ajoute environ 15 à 20 $ de coût par baril de pétrole, et cet argent va dans la poche de Paul Singer. Eh bien, faites le calcul, 700 000 barils par jour, 20 $ par baril, ajoutés à cause du raffinage. Per barrel added on because of the refining. That's worth probably $4 billion a year. Cela représente probablement environ 4 milliards de dollars de revenus par an pour M. Singer. Singer est un donateur politique de Donald Trump. Voilà ce qui se passait là. C'était un retour d'ascenseur à un soutien politique. De même pour le Groenland, si l'on regarde les 75 dernières années, je ne me souviens pas d'un seul cas, peut-être que vous pouvez en citer un, où les États-Unis ont voulu entreprendre une action militaire depuis le Groenland avec leurs forces, y envoyer plus de personnel ou déplacer du matériel, et où le Groenland aurait dit « Non, vous ne pouvez pas faire ça », ou le Danemark « Non, arrêtez ». Je ne me souviens pas d'un seul cas où cela a été refusé. Il faut donc prendre du recul et se demander que se passe-t-il ici, parce que nous avons déjà des bases là-bas et le droit de les utiliser. Qu'est-ce que Trump essaie de faire? Et il y a un autre milliardaire, Ron Lauder, qui a des intérêts économiques au Groenland qu'il veut exploiter. Donc on a vraiment l'impression que Trump utilise le monde comme sa propre tirelire pour en gros rembourser ses partisans et conclure des accords douteux. Cela n'a rien à voir avec sa prétendue volonté de stopper la Russie et la Chine. Je veux dire, la Chine ne va pas traverser le détroit de Bering pour remonter dans l'Arctique avec l'aide de la Russie. Elle n'a pas besoin de faire la moitié du tour du monde pour soi-disant passer par le Groenland. Ça n'arrivera pas. Et de la même manière, la Russie contrôle déjà environ 53% du cercle arctique. Elle n'a pas besoin d'y ajouter le Groenland. Donc, comme je le disais, on voit bien que ces décisions ne sont pas prises avec une stratégie ou une vision à long terme, mais par pure corruption. Oui, eh bien, je me demandais justement, le problème bien sûr pour les États-Unis, c'est que pendant toutes ces décennies, ils ont pu exporter une grande partie de leur inflation. Autrement dit, tout cet excès de dollars a été accueilli favorablement par le reste du monde, ce qui leur a permis de faire tourner la planche à billets sans relâche. Mais maintenant que certains pays n'achètent plus de bons du Trésor, qu'ils n'ont plus besoin d'utiliser le dollar pour commercer, non seulement comme monnaie de réserve, mais aussi comme monnaie d'échange, tous ces dollars pourraient bien revenir en masse aux États-Unis. Cela devient un peu comme un jeu de chaises musicales. Personne ne veut être celui qui garde les dollars quand la musique s'arrête. Alors, que voyez-vous se profiler à l'avenir? Juste, oui. Dernière question. Pensez-vous qu'une crise financière majeure se prépare? Parce que j'ai vu beaucoup de rapports indiquant que des milliardaires vendent leurs actifs, se préparant à un effondrement important. Qu'est-ce que vous entendez ou observez à ce sujet en ce moment? Eh bien, je pense que le scénario le plus probable est que les États-Unis vont être frappés par une vague d'hyperinflation. J'ai vécu en Argentine, je suis arrivé à la fin de décembre 1983 et j'y ai vécu pendant toute l'année 1984, la première année de la présidence de Raúl Alfonsín. À cette époque, l'Argentine était ravagée par une inflation annuelle de 1000%. C'est vraiment quelque chose à vivre. Je veux dire, les gens ne meurent pas forcément dans les rues, mais c'est une perturbation totale de l'économie. Avant cela, donc c'était en 1984, 6 ans plus tôt, j'ai vécu dans la ville de Córdoba, qui était la deuxième plus grande ville d'Argentine après Buenos Aires. En 1978, à Córdoba, il y avait un avion qui décollait vers 10 heures du soir.
car le vol jusqu'à Miami durait environ 8 heures. Les passagers montaient à bord, volaient jusqu'à Miami, descendaient de l'avion, passaient la douane, et à 9 heures du matin, ils étaient déjà en train de faire du shopping, achetant toutes sortes de choses à rapporter en Argentine. Ils retournaient à l'aéroport de Miami vers 2 heures de l'après-midi pour reprendre l'avion, arrivant chez eux vers 10 heures du soir. Et ils faisaient tout cela simplement pour aller faire des achats. À l'époque, la monnaie argentine était si forte qu'ils pouvaient tout acheter. Mais 6 ans plus tard, lorsqu'ils ont été frappés par l'hyperinflation, j'avais un ami qui était boulanger. Il fournissait en fait des pâtisseries à Aerolíneas Argentinas, donc il gagnait plutôt bien sa vie. Quand il a vendu sa maison, il a touché, je crois que c'était environ 2 millions de pesos, ce qui à l'époque représentait une belle somme. 1 an et demi plus tard, ces 2 millions de pesos ne suffisaient plus qu'à acheter une bouteille de Coca-Cola. Je veux dire, c'est simplement la dévaluation de la monnaie. C'est pour cela que je pense que les États-Unis se dirigent vers la même situation. Nous allons faire face à quelque chose de similaire, car notre dette, et celle du Japon aussi, ne restera pas limitée aux seuls États-Unis. Tous les pays qui ont emprunté de la monnaie fiduciaire vont maintenant devoir affronter le fait que cette monnaie a complètement perdu sa valeur. L'or et l'argent, eux, resteront intacts. Vous savez, j'ai déjà vécu quelque chose de ce genre, et je pense que c'est ce à quoi nous allons être confrontés. Ce que cela fait, c'est que cela vide littéralement les entrailles de la classe moyenne. Cela crée vraiment une situation où les très riches ne sont pas tellement touchés. Ils ne sont pas beaucoup affectés par cela. D'accord, ils doivent payer un peu plus d'argent, soit, mais ils détiennent de l'or et de l'argent, donc ils peuvent les échanger. Je veux dire, l'un des secteurs les plus prospères en Argentine à cette époque, c'était les bureaux de change, les casas de cambios. Parce que tout le monde chaque jour y allait. Ils essayaient d'acheter des dollars ou d'en vendre, comme moi, parce que je le pouvais. Et c'était à une époque où je pouvais emmener ma femme et mon fils, ainsi que Beto et sa famille, 4 filles, ou peut-être 2 filles et sa femme, et nous pouvions tous aller dîner dans un restaurant italien et nourrir tout le monde pour $15. Vous savez, il y aura donc certaines devises qui vont conserver leur valeur. Maneloni se banque en Malaris que le dollar russe et le yuan ou le renminbi vont garder l'être intact. C'est le dollar américain en pâtir. Eh bien, avec toutes les crises internationales qui surgissent en ce moment, avec la Chine, la Russie, l'Iran, le Venezuela et 5 ou 6 autres pays d'Amérique latine, si l'on en croit Trump, il sera certainement intéressant de voir une énorme crise financière venir s'ajouter au tableau, juste pour accroître encore l'imprévisibilité. Des temps chaotiques, en effet. Eh bien, Larry, je sais que tu as d'autres endroits où aller. Alors, merci beaucoup de m'avoir laissé profiter de ton expertise, mon ami. Eh bien, tu appelles ça une maigre récolte. Mais fais attention, toi aussi. You too.